Salut Internet. Aujourd'hui, on part en voyage, mais pas n'importe où. On part découvrir des villes uniques, qui ont une particularité qu'on ne retrouve nulle part ailleurs et qui les rend incroyables. Entièrement sur la mer, un seul habitant, plus de morts que de vivants. Bienvenue dans ce tour du monde des villes les plus improbables. Prenons une carte. Je voudrais vous faire découvrir une ville d'Azerbaïdjan. Voilà, on est dans le Caucase, on zoome un peu et on se décale de la Terre. On vise la mer Caspienne et tada! Bienvenue à Neft Dashlari. En vue satellite, ça donne ça. Ok, bon avec Google Earth peut-être? Non, toujours pas. Bing? Non? Bon, très étrange. On est censé voir ça. Une ville sur l'eau gigantesque. Et gigantesque est un petit terme. À son apogée, elle comptait environ 2000 plateformes pétrolières et gazières reliées par 300 km de ponts et de routes et accueillait chaque jour jusqu'à 5000 travailleurs. Je sais pas si vous vous rendez compte. Selon le Guinness, cette ville flottante est la plus ancienne plateforme pétrolière offshore du monde. Vraiment, je sais pas si on se rend bien compte de l'ampleur du truc. Il y a encore des habitants maintenant, mais beaucoup moins, et déjà à l'époque, il y avait tout le confort d'une ville. Des magasins, des boulangeries, un théâtre, ils ont même un terrain de foot. Non mais je suis désolé, ça me dépasse. Ce gars passe la tondeuse sur une plateforme artificielle au milieu de la flotte à des dizaines de kilomètres des côtes. Excusez-moi. Depuis sa création sous l'ère soviétique en 1949, cet endroit a produit plus de 170 millions de tonnes de pétrole. Alors forcément, aujourd'hui, il y a un petit peu moins de pétrole, le truc est de plus en plus à l'abandon, mais il y a encore environ 2000 personnes qui y travaillent. Et qui dit moins d'activité, dit forcément certaines parties du complexe qui commencent à s'enfoncer doucement dans l'eau, à rouiller, voilà. C'est de plus en plus délabré, et moi ça me ferait flipper, hein. On est quand même à 20 bornes de la première côte. Toutes les images que je vous montre depuis tout à l'heure sont en plus très vieilles, ça date de 2009. Pour les 60 ans de cette ville, il y a une équipe de réalisateurs européens qui ont pu aller faire un petit documentaire sur place, mais c'est très compliqué d'avoir des images récentes et actuelles. Donc le combo ville giga insolite et secrète, je ne connaissais pas, je suis ravi de la découverte. Neft Dashlari, c'est l'exemple parfait de l'ingéniosité humaine en milieu extrême. Il n'y avait pas mieux pour démarrer cette vidéo. Zoomons au fin fond du Nebraska sur le village de Monowi à la rencontre de cette femme. C'est elle qui rend sa ville hors du commun car c'est la seule habitante. Vous avez bien entendu, une ville avec une population de une personne. Et c'est un sacré travail d'être seule dans sa ville. Elle-ci est à la fois mère, trésorière, bibliothécaire et tenancière de bar. Elle gère son établissement depuis plus de 50 ans et mine de rien, il attire pas mal de monde qui souhaite lui rendre visite. Ça me rassure un peu quand même, elle est pas H24 toute seule non plus. En même temps, il y a eu pas mal de reportages, de documentaires sur Monowi, donc il y a une petite activité de tourisme. Concernant la bibliothèque, elle était auparavant tenue par son mari, mais il est décédé en 2004, donc elle-ci veille sur quelques milliers de livres. Alors, j'ai cherché un peu, et c'est évidemment pas la seule ville comme ça dans le monde, mais pour autant, c'est vraiment pas courant. Généralement, quand il y a plus beaucoup d'habitants dans une ville, on intègre ce territoire à une autre ville à côté un peu plus grande. Mais par exemple, aux États-Unis, on peut citer Rousseau, dans le Dakota du Nord, et un deuxième exemple se trouve en France. Rochefourchat a eu, jusqu'en 2014, une seule habitante, mais, j'ai fouillé un petit peu, 7 votants à la dernière présidentielle. Comment ça se fait? En fait, c'est simple. 6 personnes ont une résidence secondaire là-bas, mais ne vivent pas à l'année. Comme le maire, par exemple, qui vit à Paris. Et je précisais jusqu'en 2024, parce qu'apparemment, 2 personnes supplémentaires ont décidé d'y vivre à l'année. Cap maintenant sur le Japon, dans un lieu où c'est la nature qui dicte ses règles. Et j'ai trouvé la chose si insolite que vous me permettrez une petite entorse au thème. Je vais pas vous parler d'une ville ou d'un village, mais d'une île.
avec pas beaucoup d'habitants, donc c'est tout comme. Bienvenue donc sur l'île de Miyake. Elle est dominée par le mont Oyama, un volcan actif qui a beaucoup impacté la vie des habitants. 1940, 1962, 1983, 2000, ça n'arrête pas. En juillet 2000, ça a été le summum. Son éruption a libéré d'énormes quantités de gaz toxiques et de cendres aussi. Les images sont vraiment impressionnantes. La situation était tellement critique que les quelques 3600 habitants ont dû évacuer l'île pendant plus de 4 ans. En 2005, ils ont donc été autorisés à revenir chez eux, mais avec des règles très strictes. Ce petit guide touristique de 2005 l'explique très bien. Ayez toujours un masque à gaz avec vous. Il y en avait même à vendre au terminal d'arrivée des voyageurs. Attention, on lit beaucoup de choses là-dessus, notamment qu'ils devaient le porter tout le temps. Non, ils devaient juste l'avoir avec eux au cas où. En fait, le mont Oyama a continué de libérer des gaz et les niveaux de certains d'entre eux, particulièrement dangereux, pouvaient grimper à tout moment. C'était une mesure de précaution. Des sirènes d'alarme ont même été installées pour avertir la population en cas de pic de pollution. On est d'accord, on est sur une situation assez stressante. Heureusement, depuis juillet 2013, la situation s'est bien calmée et les masques ne sont plus obligatoires, sauf dans certaines zones proches du cratère. Mais est-ce que vous imaginez? Ils ont vécu 8 ans avec ce stress constant. Et puis c'est pas fini, parce que là on parle juste des masques à gaz. Mais vous vous souvenez des dates d'éruption? Ça fait 25 ans là qu'il y a rien eu. Ça devrait plus trop tarder. Moi je serais eux, j'habiterais vraiment sur la plage et j'aurais un bateau à disposition. Vous connaissez une ville où le système entier tourne autour des ordures? Bienvenue à Manshiyat Nasser, au Caire, surnommée la cité des ordures. Ici vivent les Abalines, une communauté à majorité chrétienne qui recycle plus de 80% des déchets de la capitale. Leur quartier est littéralement un centre de tri à ciel ouvert, plastique, métal, carton, même les déchets organiques sont gérés grâce à plein de cochons qui se régalent. Et pourquoi je vous ai précisé que c'était une communauté à majorité chrétienne? Parce qu'au milieu de tout ça, un lieu complètement fou, le monastère Saint-Simon. Une église géante creusée dans la roche, capable d'accueillir jusqu'à 20 000 personnes. Une cathédrale dans une grotte au cœur d'une décharge. Vous pouvez pas me dire que c'est pas insolite. Et sur place donc, toute l'économie repose essentiellement sur le recyclage. Et chaque famille a sa spécialité. Il y a ceux qui collectent, ceux qui trient, ceux qui lavent. Certains déchets sont ensuite transformés en granulés de plastique, puis revendus à des usines qui fabriquent des objets comme des seaux, des balais ou même des tongs. Les Abalines sont très fiers de se présenter comme des recycleurs sur lesquels le monde devrait prendre exemple. Malheureusement, ce fragile équilibre a failli s'effondrer à plusieurs reprises. En 2003, le Caire confie le ramassage à des multinationales, donc forcément les Abalines ont beaucoup moins de boulot. Puis en 2009, leurs cochons sont abattus à cause d'une potentielle épidémie de H1N1, ce qui désorganise entièrement tout le cycle. Ils se retrouvent avec des déchets organiques à foison, ça crée une véritable crise sanitaire, et malgré tout ça, la cité des ordures continue à tourner. Une ville qui vit des déchets, mais qui en fait une force. Moi je trouve ça à la fois insolite et improbable, ça a parfaitement sa place dans cette vidéo. Une ville sans argent, sans gouvernement, sans religion. Bienvenue à Auroville, près de Pondichéry. Fondée en 1968 par Mira Alfassa, une Française surnommée la Mère, cette ville expérimentale avait un objectif très simple, réaliser l'unité humaine. Voilà, il n'y a pas de maire, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de religion, les décisions sont prises collectivement, l'économie repose sur le partage et la coopération. Et au centre de tout ça, ce truc, une sphère dorée géante, le Matrimandir, dédié à la méditation silencieuse. Auroville, c'est un peu l'utopie qui est devenue ville, parce qu'elle a attiré plus de 3000 habitants venus du monde entier. Aujourd'hui, le rêve se fissure un petit peu. Depuis 2021, de grands projets d'urbanisation ont été lancés par l'administration indienne, qui a nommé une haute fonctionnaire à la tête de la fondation d'Auroville, et clairement, elle veut tout changer. Il y a des déforestations, des routes construites de force, des expulsions, une gouvernance assez autoritaire. Une partie des habitants accuse la direction actuelle de trahir les valeurs fondatrices et l'avenir d'Auroville semble plus incertain que jamais. Vous
voyez ces habitations au bord de l'eau? Il s'agit d'une partie du village de Giethoorn, aux Pays-Bas. Cet endroit est unique justement pour ces canaux. Tenez, ça c'est une autre partie du village. Plein de maisons uniquement accessibles à pied, en vélo ou en bateau. Me dites pas que c'est pas insolite quand même. Fondé au XIIIe siècle, Giethoorn s'est développé autour de l'extraction de la tourbe, ce qui a donné naissance à ce réseau de canaux. Aujourd'hui, le village compte des dizaines et des dizaines de ponts en bois qui permettent de relier toutes les maisons traditionnelles qui, regardez, ont des toits de chaume et qui sont pour certaines uniquement accessibles par les canaux. Ça veut dire que même les déménagements doivent se faire par bateau. Pour respecter la tranquillité du voisinage, les habitants utilisent des barques électriques qu'ils appellent des whisper boats, des bateaux qui chuchotent. Non, franchement, c'est bucolique, c'est beau, c'est touristique, c'est tellement unique, j'adorerais y aller. Oh là là, je félicite ceux qui sont encore là parce que je vous ai gardé mon préféré pour la fin. Une ville où il y a plus de morts que de vivants. Où il ne faut surtout pas se trouver quand l'apocalypse zombie se déclenchera. Bienvenue à Colma, en Californie. Je vous parle bien de cette mini-ville en banlieue de San Francisco. Je vous jure, elle est unique. Pour ça, petit historique. Jusqu'au XXe siècle, Colma, c'est un petit village extrêmement lambda, en banlieue d'une grande ville. Il y a des petits commerces, les routes sont pas hyper bien développées, voilà, c'est un petit peu rompiche. Et puis, en 1901, une loi va tout changer. Il est désormais interdit, par manque de place évidemment, d'enterrer des défunts à San Francisco. Il faut donc trouver un endroit pour ça, de préférence pas trop loin. Mais pire, on décide de vider les cimetières de San Francisco pour récupérer des terres. Et donc, de transférer environ 150 000 corps entre 1920 et 1941. Tout le monde s'est donc tourné vers Colma. Depuis, les 3/4 de la superficie de la ville sont des cimetières. Et de tout type. Il y en a près d'une vingtaine. Cimetières japonais, orthodoxes, italiens, juifs, serbes. Il y a même un cimetière pour animaux. C'est simple, toute personne décédant à San Francisco ou dans les environs a de fortes chances de terminer là. En 2021, ils estimaient à 1,5 million le nombre de défunts pour combien d'habitants à Colma? 1500? Voilà, ça fait 1000 fantômes par personne quand même. Et encore, même à Colma, il n'y a plus de place. Regardez, si on traverse le boulevard et qu'on passe à Daly City, la ville d'à côté, là aussi il y en a, cet énorme cimetière chinois par exemple. Et pour comparer, Colma, 5 km², 1500 habitants, Daly City, 20 km², donc 4 fois plus, 100 000 habitants. Les chiffres sont pas bons, Michel. Bon, mais s'il y a un truc qu'il faut qu'on retienne à Colma, c'est le fait que tu peux te faire ta meilleure partie de poker au casino Lucky Chances, entouré de tombes. Le vice si proche de l'enfer. Voilà, c'était mon tour du monde des villes les plus uniques. Dites-moi en commentaire celle qui vous a le plus laissé sans voix ou au contraire, celle dans laquelle vous aimeriez vivre. Évidemment, si vous en connaissez d'autres encore plus folles, je suis preneur pour un épisode 2. Allez, à très vite pour une nouvelle escale improbable. Salut Internet.